Le matin se lève doucement sur Marseille, mais pour Léa Nebou, la lumière n'a rien d'apaisant. Dans le silence encore fragile de son appartement, elle observe les traces invisibles laissées par les derniers mois, ces fissures silencieuses qui ont commencé à fragiliser son couple avec Jean-Paul Bauer sans qu'elle ne sache exactement quand tout a basculé. Depuis quelque temps, le poids du quotidien semble peser davantage sur ses épaules. Entre son travail exigeant à la clinique et la gestion constante de la maison, Léa a le sentiment d'avoir perdu l'équilibre fragile qui faisait tenir son couple. Chaque détail du quotidien lui rappelle qu'elle avance seule, comme si Jean-Paul s'était peu à peu éloigné sans même s'en rendre compte. Dans ce climat chargé d'incertitude, ses pensées reviennent inlassablement à Apolline. Ce moment d'égarement, qu'elle avait d'abord tenté de minimiser, s'impose désormais comme une faute irréversible dans son esprit. Elle se demande si ce geste n'a pas brisé quelque chose de plus profond, quelque chose que même le temps ne pourra pas réparer. Face à ce doute qui s'installe, Léa ressent une peur nouvelle, presque viscérale. Elle ne craint pas seulement de perdre Jean-Paul, mais de découvrir qu'il ne l'aime plus comme avant. Cette idée, insidieuse, s'infiltre dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses silences, transformant le moindre détail en preuve potentielle d'un amour qui s'effrite. Cherchant un refuge, elle se tourne vers sa mère, Babette. Dans cet échange chargé d'émotions, Léa laisse enfin tomber le masque qu'elle porte depuis trop longtemps. Elle confie ses craintes, ses regrets, et surtout cette impression tenace d'avoir franchi une limite qu'elle n'aurait jamais dû atteindre, comme si elle avait elle-même déclenché l'effondrement de son couple. Babette l'écoute avec cette attention mêlée de douceur et de lucidité qui la caractérise. Elle ne minimise pas la situation, mais refuse aussi de laisser sa fille sombrer dans une culpabilité destructrice. Elle lui rappelle que les erreurs font partie des relations humaines, mais que le plus important reste la capacité à affronter la vérité en face. Ces mots résonnent en Léa comme une invitation à agir. Elle comprend que rester dans l'attente ne fera qu'aggraver la situation. Le silence, qu'elle croyait protecteur, devient soudain insupportable, comme une barrière qui l'empêche de savoir où elle en est réellement avec Jean-Paul. C'est alors qu'elle prend une décision. Plutôt que de continuer à imaginer le pire, elle choisit d'affronter la réalité. Cette résolution ne la rassure pas, bien au contraire. Mais elle lui donne au moins une direction, un objectif concret dans le chaos émotionnel qui l'habite. Quelques heures plus tard, Léa pousse les portes du commissariat. Le lieu, habituellement familier, lui paraît étrangement distant. Chaque regard, chaque bruit semble amplifié par la tension qui l'habite. Elle aperçoit Jean-Paul au milieu de ses collègues, absorbé par son travail, comme si rien n'avait changé. Lorsqu'elle s'approche de lui, son cœur s'accélère. Elle ne sait pas comment formuler ce qu'elle ressent, ni même par où commencer. Mais une chose est sûre, elle ne peut plus reculer. Elle lui reproche alors son silence, son absence de réponse à ses messages, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière cette distance soudaine. Jean-Paul, pris de court, tente de répondre avec simplicité. Il évoque son travail, les dossiers qui s'accumulent, la fatigue qui le submerge. Ces mots sont rationnels, presque banals, mais ils ne suffisent pas à dissiper totalement les doutes de Léa, qui cherche autre chose, quelque chose de plus profond. Pendant un instant suspendu, leurs regards se croisent, chargés de tout ce qu'ils n'osent pas dire. Et contre toute attente, Jean-Paul franchit le pas. Il lui affirme qu'il l'aime toujours, avec la même intensité, comme si rien n'avait changé au fond de lui malgré les turbulences récentes. Ce moment, à la fois fragile et intense, se conclut par un geste simple mais chargé de sens. Jean-Paul attire Léa contre lui et l'embrasse avec une sincérité qui semble balayer, au moins pour un instant, les doutes qui les séparaient. Dans cette étreinte, Léa retrouve une part de ce qu'elle croyait perdu. Mais au fond d'elle, une question persiste. Ce baiser est-il une réponse sincère ou une tentative de réparer ce qui s'effrite déjà ? Elle choisit de ne pas y penser immédiatement, préférant savourer ce moment de répit, comme une parenthèse dans une tempête encore loin d'être terminée. Pendant ce temps, au cœur du quartier du Mistral, une toute autre énergie commence à prendre forme. L'excitation autour du concours Mister Mistral gagne peu à peu les habitants, apportant avec elle une légèreté bienvenue dans une atmosphère souvent marquée par les tensions et les drames. Jawad, fidèle à lui-même, ne manque pas d'idées pour donner de l'ampleur à l'événement. Il imagine un trophée, un symbole qui viendrait récompenser non seulement la victoire, mais aussi l'esprit de camaraderie qui anime le quartier. Pour lui, ce concours dépasse largement la simple compétition. Cependant, l'enthousiasme initial se heurte rapidement à un imprévu. Plusieurs candidats, dont Jules, Steve et Stanislas, annoncent leur retrait, créant une incertitude soudaine autour du maintien de l'événement. Ce retournement de situation menace de faire s'effondrer tout ce qui avait été préparé. Face à ce contretemps, une idée inattendue émerge.
Plutôt que de laisser le concours disparaître, certains proposent de renverser la situation en désignant un vainqueur de manière discrète, presque symbolique. Et dans cette logique, un nom s'impose peu à peu, celui de Jawad lui-même. Cette proposition, à la fois surprenante et audacieuse, redonne un souffle nouveau à l'événement. Elle transforme une situation de crise en opportunité, rappelant que l'esprit du Mistral repose avant tout sur la solidarité et l'improvisation face aux imprévus. Sans le savoir encore, Jawad est sur le point de devenir bien plus qu'un simple organisateur. Dans l'ombre des tensions qui agitent d'autres vies, une reconnaissance inattendue l'attend, prête à bouleverser le cours d'une journée qui semblait pourtant déjà bien remplie. Dans le quartier du Mistral, l'ambiance change progressivement au fil des heures. Là où certaines vies vacillent sous le poids des doutes et des secrets, d'autres tentent de s'accrocher à une forme de légèreté. Le concours Mister Mistral, malgré les imprévus, devient peu à peu le centre d'attention, comme un point de ralliement pour ceux qui cherchent à oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tensions du quotidien. Jawad, au cœur de l'organisation, s'active avec une énergie qui contraste avec les hésitations des autres. Pour lui, ce concours n'est pas qu'un divertissement. Il y voit une manière de rassembler les habitants, de recréer ce lien fragile qui fait la force du quartier, surtout après tout ce qu'ils ont traversé. Pourtant, l'annonce du retrait de plusieurs candidats a laissé une trace. Jules, Steve et Stanislas, en se retirant, ont involontairement fragilisé l'équilibre de l'événement. Leur décision, bien que personnelle, donne l'impression que quelque chose s'effondre avant même d'avoir commencé, comme si l'enthousiasme initial n'était qu'une illusion passagère. Face à cette situation, un sentiment d'urgence s'installe. Il ne s'agit plus seulement de maintenir un concours, mais de préserver un esprit collectif. Les discussions s'enchaînent, les idées fusent, et peu à peu, une solution inattendue prend forme, presque comme une évidence qui s'impose à tous. L'idée d'élire Jawad lui-même commence à circuler, d'abord timidement, puis avec de plus en plus de conviction. Ce choix, loin d'être une simple plaisanterie, devient un symbole. Jawad incarne à lui seul cette volonté de faire vivre le Mistral, de ne jamais céder face aux difficultés. Pendant ce temps, l'intéressé reste dans l'ignorance de ce qui se prépare. Il continue de gérer les derniers détails, concentré sur les aspects pratiques, sans imaginer que son propre rôle est sur le point de basculer. Cette ironie donne à la situation une dimension presque touchante, comme si le quartier voulait lui rendre ce qu'il donne sans compter. À mesure que la journée avance, les habitants commencent à se rassembler. Les regards sont plus légers, les sourires plus présents. Même ceux qui doutaient au départ se laissent porter par l'énergie collective, comme si le simple fait d'être ensemble suffisait à redonner du sens à l'événement. Lorsque le moment du verdict approche, une tension douce s'installe. Rien à voir avec les drames habituels du Mistral, mais une attente sincère, presque enfantine. Chacun semble conscient que ce moment dépasse la simple désignation d'un gagnant. Puis, contre toute attente, le nom de Jawad est annoncé. L'effet est immédiat. Le silence précède une vague d'applaudissements, comme si l'émotion avait besoin d'un instant pour s'installer avant d'exploser. Jawad, lui, reste figé, incapable de comprendre immédiatement ce qui lui arrive. Ce n'est qu'en croisant les regards autour de lui qu'il réalise. Ce choix n'est pas une blague, ni un compromis. C'est une reconnaissance, une manière pour le quartier de lui dire merci, de lui montrer qu'il compte plus qu'il ne le pense. L'émotion qui le traverse est profonde, presque inattendue. Derrière son sourire, une vulnérabilité apparaît, rare chez lui. Il comprend alors que ce trophée, aussi symbolique soit-il, représente bien plus qu'une victoire. Il incarne un lien, une appartenance. Autour de lui, les autres participants, malgré leur retrait initial, choisissent de jouer le jeu jusqu'au bout. Ils montent sur scène, défilent, provoquant les rires et les applaudissements du public. Cette décision collective transforme ce qui aurait pu être un échec en un moment de partage sincère. Stanislas, notamment, se distingue par son engagement. En mettant en avant une association qu'il soutient, il donne une autre dimension au concours, rappelant que derrière le spectacle se cachent aussi des causes importantes, des réalités qui méritent d'être mises en lumière. Gabriel, Jules et Steve suivent, chacun apportant sa propre énergie. Le public réagit, s'amuse, participe. L'espace d'un instant, le Mistral redevient ce lieu vivant, vibrant, où les différences s'effacent au profit d'une joie commune. Mais au-delà des apparences festives, quelque chose de plus profond se joue. Ce concours, dans sa simplicité, agit comme un miroir. Il révèle les liens, les solidarités, mais aussi les fragilités de chacun. Il rappelle que même dans les moments les plus légers, les histoires personnelles continuent de peser. À la fin des festivités, Jawad, encore marqué par ce qu'il vient de vivre, prend la parole.
Son regard se pose sur les visages familiers, ceux qui ont partagé avec lui tant de moments, bons ou mauvais. Il cherche ses mots, conscient de la portée de cet instant. Mais c'est finalement Thomas qui s'avance pour conclure. En tant que figure centrale du Mistral, il incarne cette capacité à rassembler, à donner du sens. Son discours, simple mais sincère, vient clore la soirée sur une note d'unité. Il évoque l'entraide, la solidarité, cette force invisible qui relie les habitants malgré les épreuves. Ces mots résonnent comme une évidence, rappelant à chacun que ce qui les unit est plus fort que tout ce qui pourrait les diviser. Dans l'assemblée, les regards se croisent, chargés d'émotions. Certains sourient, d'autres semblent perdus dans leurs pensées. Car derrière cette façade joyeuse, chacun porte son propre fardeau, ses propres incertitudes. Et pendant que le Mistral célèbre cette parenthèse de légèreté, ailleurs, d'autres événements sont en train de se jouer, bien plus sombres, bien plus lourds de conséquences. Car au même moment, une affaire bien plus grave continue de se resserrer autour d'Ophélie. À ce moment-là, dans un tout autre décor, l'atmosphère change brutalement. Là où les rires dominaient, une tension froide s'installe. Les lumières du commissariat remplacent celles du Mistral, et avec elles, une réalité bien plus dure, bien plus implacable. Car tandis que certains célèbrent, d'autres sont sur le point de voir leur vie basculer définitivement. À ce moment-là, l'atmosphère du commissariat tranche brutalement avec la légèreté du Mistral. Ici, chaque regard est chargé de suspicion, chaque geste mesuré, comme si la vérité se cachait dans les moindres détails. Ophélie Kepler, au centre de toutes les attentions, sent déjà le poids d'un destin qui lui échappe. Son arrestation a eu l'effet d'un choc brutal. Escortée par Idriss et Ariane, elle traverse les couloirs sous les regards figés, certains incrédules, d'autres déjà convaincus de sa culpabilité. Ce moment, irréversible, marque une rupture nette entre celle qu'elle était encore la veille et celle qu'elle devient désormais aux yeux des autres. À l'extérieur, Charlie et Aya assistent à la scène, incapables de détourner le regard. Pour Aya, l'injustice est évidente, presque insupportable. Elle refuse de voir en Ophélie une criminelle, convaincue que derrière cet acte se cache une tentative désespérée de se défendre face à une menace bien réelle. Mais au commissariat, les émotions n'ont pas leur place. Les faits, seuls, dictent le cours des événements. Ophélie est installée dans une salle d'interrogatoire, un espace froid où le temps semble suspendu, comme si chaque seconde devait être pesée avant de pouvoir avancer. Face à elle, Ariane et Idriss adoptent une posture à la fois ferme et attentive. Ils savent que l'affaire est plus complexe qu'elle n'en a l'air, que les apparences peuvent tromper. Pourtant, ils ne peuvent ignorer les aveux d'Ophélie, ni les éléments qui semblent l'accabler. Dans ce face-à-face tendu, Ophélie tente de garder le contrôle. Elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec la découverte du corps d'Hugo, que ce qui s'est passé relève d'une autre réalité, d'un enchaînement d'événements qui lui échappe encore en partie. Mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, ce sont les détails qu'elle apporte. Elle évoque cet homme qui a tenté de l'étouffer, ce sac plastique plaqué contre son visage, cette sensation d'étouffement qui revient encore hanter ses souvenirs. Et surtout, ce tatouage. Ce tatouage, identique à celui d'Hugo Basque, devient immédiatement un élément central de l'enquête. Il ouvre une nouvelle piste, une possibilité qui vient fissurer la version initiale des faits. Et si tout ne se résumait pas à un simple acte de défense ? Pendant ce temps, à l'extérieur, l'inquiétude grandit. Vanessa et Ulysse, chacun à leur manière, ressentent le danger qui se rapproche. Pour eux, l'affaire ne peut pas être aussi simple. Ils redoutent l'existence d'un responsable encore dans l'ombre, quelqu'un qui tirerait les ficelles. Le nom de Chris s'impose rapidement dans leurs esprits. Frère biologique d'Ophélie, il représente à la fois un lien familial et une énigme. Son rôle dans cette affaire reste flou, mais son existence suffit à alimenter les doutes, à nourrir les hypothèses les plus inquiétantes. Ulysse, en particulier, ne peut ignorer cette possibilité. En tant qu'avocat, il sait que chaque détail compte, que chaque incohérence peut faire basculer une affaire. Mais au-delà de son rôle professionnel, c'est aussi un attachement personnel qui guide ses pensées. Dans ce contexte, la peur prend une forme différente. Ce n'est plus seulement la peur d'une condamnation, mais celle d'une vérité encore plus sombre, plus complexe, qui pourrait éclater à tout moment. Une vérité capable de bouleverser tous les équilibres. Au commissariat, l'interrogatoire se poursuit. Ariane observe Ophélie avec attention, cherchant à distinguer le vrai du faux, à comprendre ce qui se cache derrière ses mots. Elle perçoit une sincérité, une fragilité qui ne correspond pas à l'image d'une coupable froide et calculatrice. Idriss, de son côté, reste plus réservé. Il sait que les apparences peuvent être trompeuses, que les émotions peuvent masquer la réalité.
mais lui aussi ne peut ignorer les incohérences qui apparaissent peu à peu dans le récit. Cette tension entre doute et conviction rend l'enquête particulièrement instable. Rien n'est totalement certain, rien n'est définitivement écarté. Chaque nouvelle information ouvre autant de pistes qu'elle enferme, comme un labyrinthe dont personne ne voit encore l'issue. Dans un autre endroit du commissariat, Chris apparaît, visiblement troublé. L'inquiétude pour sa sœur se lit dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses regards. Il ne comprend pas ce qui se passe, ni comment la situation a pu dégénérer à ce point. Sa rencontre avec Ulysse devient un moment clé. Les deux hommes, liés par leur attachement à Ophélie, se retrouvent face à face dans une tension palpable. Ulysse n'hésite pas à exprimer ses soupçons, à évoquer la possibilité que Chris soit impliqué. Mais Chris rejette cette idée avec force. Pour lui, il est impensable de faire du mal à sa sœur. Ces mots, empreints d'émotion, traduisent une sincérité difficile à ignorer. Pourtant, dans une affaire aussi complexe, la sincérité ne suffit pas toujours à prouver l'innocence. Ulysse, malgré ses doutes, reconnaît ce lien. Il admet qu'ils partagent quelque chose d'essentiel, leur attachement à Ophélie. Cette reconnaissance crée un moment suspendu, où la confrontation laisse place à une forme de compréhension mutuelle. Mais cette accalmie est de courte durée. Car ailleurs, l'enquête continue de progresser. Ariane et Idriss décident de creuser la piste du tatouage, convaincus qu'elle peut les mener à une vérité encore cachée. Leur démarche les conduit vers un tatoueur, un témoin potentiel qui pourrait détenir des informations cruciales. L'entretien commence de manière anodine, mais rapidement, certains détails attirent leur attention. Le tatoueur confirme qu'Hugo Basque s'est bien fait tatouer le motif retrouvé. Mais ce qui change tout, c'est qu'il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme, une présence jusque-là inconnue, qui vient bouleverser l'équilibre de l'enquête. Cette révélation agit comme un électrochoc. Elle introduit un nouvel élément, une nouvelle figure dans une affaire déjà complexe. Et surtout, elle remet en question certaines certitudes, ouvrant la voie à une vérité bien plus dérangeante. À cet instant précis, l'enquête prend un tournant décisif. Ce n'est plus seulement Ophélie qui est au centre des soupçons, mais un réseau de relations, de secrets et de mensonges qui commence à se dessiner. Et quelque part, sans encore le savoir, Ariane s'approche dangereusement de la vérité. Une vérité qui, lorsqu'elle éclatera, pourrait tout faire basculer. Pendant ce temps, la révélation obtenue auprès du tatoueur continue de s'imposer comme un tournant décisif dans l'esprit d'Ariane, qui ne parvient plus à considérer cette affaire comme une simple succession d'indices isolés, mais comme un ensemble cohérent dont certaines pièces commencent enfin à s'assembler avec une précision inquiétante. Au commissariat, l'atmosphère évolue imperceptiblement, laissant place à une tension plus diffuse, moins visible mais profondément ancrée dans les regards et les silences, comme si chacun pressentait que l'enquête venait de franchir un seuil invisible qui ne permettrait plus aucun retour en arrière. Ariane, fidèle à son instinct, ressent avec une acuité grandissante que cette femme évoquée par le tatoueur ne peut pas être un simple détail, mais qu'elle représente au contraire une clé essentielle, un élément central dont la présence, jusque-là ignorée, est en train de redéfinir l'ensemble des hypothèses. Idriss, bien que plus réservé dans son approche, ne peut ignorer cette intuition, car les éléments accumulés commencent à dessiner une trajectoire logique, une sorte de fil invisible reliant les événements entre eux, comme si l'affaire révélait peu à peu une structure cachée. Dans la salle d'interrogatoire, Ophélie reste plongée dans une attente silencieuse, oscillant entre espoir et angoisse, sans avoir encore conscience des avancées qui se jouent à quelques mètres d'elle, mais ressentant néanmoins une agitation intérieure qui lui donne le sentiment que quelque chose est en train de basculer. Ses souvenirs de l'agression continuent de la hanter, non pas comme une scène claire et linéaire, mais comme une succession d'images fragmentées, où certaines sensations, comme l'étouffement ou la panique, s'imposent avec une intensité disproportionnée par rapport aux détails visuels qui, eux, semblent se dérober. Parmi ces fragments, le tatouage demeure l'élément le plus net, presque obsédant, comme une empreinte indélébile qui relie l'agresseur à Hugo Basque, transformant ce simple motif en un indice central dont la portée dépasse largement ce qu'elle aurait pu imaginer au départ. Dans un autre espace du commissariat, Ulysse tente de maintenir une distance professionnelle face à la situation, mais il ne parvient pas à se détacher complètement de son implication personnelle, car l'idée qu'Ophélie puisse être victime d'un piège se renforce à mesure que les incohérences se multiplient. Cette impression d'un mécanisme orchestré, presque calculé, s'impose à lui comme une évidence qu'il ne peut ignorer, renforçant sa conviction que la vérité ne se trouve pas là où tout semble pointer, mais dans une direction encore inexplorée. Parallèlement, Chris, profondément affecté par les soupçons qui pèsent sur lui,
évolue dans un état de tension permanente, partagé entre la colère face aux accusations et l'incompréhension face à une situation qui lui échappe totalement, comme s'il était devenu un personnage secondaire dans une histoire qui se joue sans lui. Malgré cette confusion, son attachement à Ophélie reste intact, presque instinctif, constituant le seul point fixe dans un univers qui semble se désagréger, et renforçant sa détermination à ne pas laisser cette affaire détruire ce lien familial fragile mais essentiel. Dans ce contexte chargé, Ariane décide de quitter momentanément le cadre strict du commissariat pour se rendre au Mistral, consciente que certaines réponses ne se trouvent pas toujours dans les dossiers ou les interrogatoires, mais parfois dans les interactions les plus banales, là où les masques tombent sans que personne ne s'en aperçoive. L'atmosphère du Mistral, encore marquée par l'énergie du concours, contraste fortement avec celle du commissariat, offrant une illusion de normalité qui pourrait sembler rassurante, mais qui, pour Ariane, devient un terrain d'observation où chaque détail prend une importance particulière. Installée avec Jawad et Harry, elle tente de maintenir une apparence détendue, tout en restant attentive à ce qui se déroule autour d'elle, laissant son regard parcourir la salle avec une discrétion maîtrisée, comme si elle cherchait inconsciemment un élément capable de faire écho à ce qu'elle a découvert. C'est dans ce contexte que Charlie apparaît, se fondant dans son rôle de serveuse avec une aisance apparente, mais dont certains détails, imperceptibles pour la plupart, attirent l'attention d'Ariane, qui perçoit dans son attitude une forme de retenue, presque une volonté de ne pas attirer les regards. Cette discrétion, qui pourrait passer inaperçue dans un autre contexte, devient ici un signal, un élément perturbateur qui s'inscrit progressivement dans l'esprit d'Ariane comme une anomalie difficile à ignorer, surtout à la lumière des informations récemment obtenues. À mesure que les secondes s'écoulent, les éléments se superposent dans son esprit avec une clarté croissante, reliant le tatouage, la présence d'une femme inconnue et la figure de Charlie dans une construction logique qui ne laisse que peu de place au hasard. Cette prise de conscience ne se fait pas de manière brutale, mais comme une évidence qui s'impose lentement, jusqu'à devenir impossible à nier, transformant une intuition en certitude, et faisant basculer l'ensemble de l'enquête dans une nouvelle direction. Ariane comprend alors que Charlie n'est pas une simple observatrice, mais qu'elle est directement liée à Hugo Basque, qu'elle est cette femme aperçue chez le tatoueur, et que sa présence au Mistral n'a rien d'anodin dans le contexte actuel. Ce basculement intérieur se traduit immédiatement dans son attitude, son regard devenant plus fixe, plus incisif, révélant une attention qui ne peut plus passer inaperçue, et qui finit par être perçue par Charlie elle-même. Sentant ce changement, Charlie réagit de manière instinctive, son comportement se modifiant légèrement, comme si elle prenait conscience du danger qui se rapproche, et que la situation lui échappait progressivement. La tension monte alors de manière presque imperceptible, jusqu'à atteindre un point de rupture où toute dissimulation devient impossible, poussant Charlie à agir dans l'urgence, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Dans un mouvement rapide, elle prend la fuite, laissant derrière elle une atmosphère figée, où l'incompréhension des autres contraste avec la certitude d'Ariane, qui voit dans cette réaction la confirmation définitive de ses soupçons. Sans hésiter, Ariane se lève pour la suivre, consciente que ce moment est crucial, mais Charlie disparaît déjà dans la foule, profitant du chaos pour s'évanouir dans la nuit, comme une ombre insaisissable. Cette fuite, loin de compliquer l'enquête, vient au contraire la clarifier, en transformant une hypothèse en vérité tangible, en prouvant que la clé de l'affaire ne se trouvait pas là où tout le monde regardait, mais dans cette présence discrète qui a su passer inaperçue jusqu'au dernier moment. Alors que le calme apparent revient peu à peu au Mistral, Ariane comprend que l'enquête vient de prendre un tournant irréversible, et que la traque de Charlie devient désormais la priorité absolue, car elle détient, sans aucun doute, une part essentielle de la vérité. Dans les instants qui suivent la fuite de Charlie, le temps semble se contracter autour d'Ariane, comme si chaque seconde gagnait en densité et en importance, transformant une simple intuition confirmée en une urgence absolue qui ne laisse place à aucune hésitation ni à aucun relâchement. La scène du Mistral, encore animée quelques instants auparavant par une atmosphère festive, se fige progressivement sous le poids de ce qui vient de se produire, tandis que les conversations reprennent lentement sans que la majorité des présents ne mesure réellement la portée de cet événement apparemment isolé. Pour Ariane, en revanche, tout s'accélère intérieurement, car la fuite de Charlie ne constitue pas seulement une réaction de panique, mais bien la preuve tangible que cette dernière détient un lien direct avec l'affaire, confirmant ainsi que l'enquête vient de franchir un cap décisif. Sans perdre de temps, elle tente de reconstituer mentalement chaque détail de l'interaction, chaque geste, chaque regard, cherchant à anticiper les mouvements de Charlie comme si elle pouvait encore réduire l'écart qui les sépare désormais. Cette course n'est pas uniquement physique, elle devient aussi mentale,
car Ariane sait que dans ce type de situation, la compréhension du comportement de la personne en fuite peut s'avérer aussi déterminante que la poursuite elle-même. Pendant ce temps, au commissariat, l'absence d'Ariane et les derniers éléments transmis créent une tension palpable, renforçant le sentiment que l'enquête est sur le point de révéler quelque chose de bien plus complexe que prévu, obligeant chacun à reconsidérer les hypothèses établies jusque-là. Idriss, informé de la situation, ressent immédiatement l'importance de ce développement, comprenant que la fuite de Charlie vient bouleverser l'équilibre fragile de l'affaire, en introduisant un nouveau centre de gravité autour duquel tout pourrait désormais s'organiser. Dans ce contexte, la position d'Ophélie évolue lentement, non pas de manière officielle, mais dans la perception des enquêteurs, qui commencent à envisager sérieusement la possibilité qu'elle ne soit pas la principale responsable, mais plutôt une pièce dans un mécanisme plus vaste. Cette évolution reste toutefois fragile, car aucun élément concret ne permet encore de l'innocenter totalement, laissant Ophélie dans une zone grise où l'espoir et la crainte coexistent sans jamais s'annuler complètement. Dans la salle d'interrogatoire, Ophélie ressent cette tension sans en comprendre l'origine précise, percevant dans les regards et les silences une forme de changement, comme si l'attitude des enquêteurs avait subtilement évolué sans qu'aucun mot ne vienne l'expliquer clairement. Ce flou renforce son anxiété, car elle ne sait plus si elle doit espérer ou se préparer au pire, oscillant entre l'idée d'une libération possible et celle d'une condamnation qui viendrait sceller définitivement son sort. Parallèlement, Ulysse, toujours impliqué dans la défense d'Ophélie, commence à percevoir les mêmes signes de basculement, comprenant que l'apparition d'un nouvel élément comme Charlie peut radicalement transformer la dynamique de l'affaire, en ouvrant des perspectives juridiques jusque-là inexistantes. Cette prise de conscience alimente sa détermination, mais aussi sa prudence, car il sait que dans ce type de dossier, chaque avancée peut être remise en cause aussi rapidement qu'elle est apparue, nécessitant une vigilance constante et une capacité d'adaptation permanente. Chris, de son côté, observe cette évolution avec un mélange d'espoir et de confusion, incapable de saisir pleinement les implications de ce changement, mais ressentant néanmoins que quelque chose est en train de se déplacer, comme si le poids des accusations qui pesaient sur lui commençait à se dissiper légèrement. Ce sentiment, encore fragile, ne suffit pas à apaiser totalement son inquiétude, car l'absence de réponse concrète continue de nourrir une tension intérieure difficile à contenir, le maintenant dans un état d'alerte constant. Dans les rues de Marseille, pendant ce temps, la silhouette de Charlie se fond dans l'obscurité, cherchant à mettre le plus de distance possible entre elle et le Mistral, consciente que chaque instant perdu pourrait se transformer en piège si elle venait à être retrouvée. Sa fuite n'est pas désordonnée, mais guidée par une urgence lucide, comme si elle avait anticipé ce moment et préparé, au moins en partie, les réflexes nécessaires pour disparaître rapidement sans laisser de traces évidentes. Cette capacité à réagir avec autant de rapidité renforce encore davantage la conviction d'Ariane que Charlie n'est pas une simple témoin, mais une actrice directe des événements, quelqu'un qui maîtrise suffisamment la situation pour comprendre immédiatement les risques. Au fil des minutes, la distance entre la traque et la cible devient plus difficile à réduire, transformant cette poursuite en une course contre le temps où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Dans ce contexte, l'enquête entre dans une nouvelle phase, où l'objectif ne consiste plus seulement à comprendre ce qui s'est passé, mais à anticiper ce qui pourrait arriver ensuite en tenant compte du fait que Charlie, désormais en fuite, peut chercher à protéger quelque chose ou quelqu'un. Cette incertitude ouvre un champ de possibilités inquiétant, car elle implique que d'autres éléments, encore inconnus, pourraient émerger à tout moment, complexifiant davantage une affaire déjà difficile à cerner. Au commissariat, cette perspective commence à s'imposer comme une évidence, obligeant les enquêteurs à envisager des scénarios plus larges, où les responsabilités pourraient être réparties de manière inattendue, remettant en cause les conclusions initiales. Dans ce climat tendu, Ophélie devient peu à peu le symbole de cette incertitude, incarnant à la fois la suspecte principale et la possible victime d'un engrenage qui la dépasse, rendant sa situation particulièrement instable sur le plan judiciaire comme émotionnel. Cette dualité renforce la complexité de l'affaire, car elle empêche toute lecture simplifiée des événements, obligeant chacun à naviguer entre des vérités partielles et des hypothèses encore incomplètes. À mesure que la nuit avance, une certitude s'impose néanmoins dans l'esprit d'Ariane et de ceux qui suivent l'enquête. La clé de toute cette affaire se trouve désormais entre les mains de Charlie, et tant qu'elle restera introuvable, la vérité ne pourra être totalement révélée. Au cœur de cette nuit chargée d'incertitudes, le commissariat devient le point de convergence de toutes les tensions accumulées au fil de la journée, comme si chaque événement,
chaque décision avait progressivement construit un équilibre fragile désormais prêt à basculer sous le poids des révélations. Ariane, revenue de sa tentative de poursuite infructueuse, ne perd pas de temps à partager ses conclusions avec Idriss, consciente que la fuite de Charlie ne constitue pas une simple complication, mais bien la confirmation que l'enquête vient d'atteindre un niveau de complexité bien supérieur à ce qui avait été envisagé initialement. Cette conviction se diffuse rapidement au sein de l'équipe, transformant l'approche globale de l'affaire, car il ne s'agit plus seulement d'établir la responsabilité d'Ophélie, mais de comprendre un enchaînement d'événements dans lequel plusieurs acteurs semblent désormais impliqués, chacun jouant un rôle encore partiellement obscur. Dans cette nouvelle configuration, la position d'Ophélie se trouve profondément reconsidérée, non pas officiellement, mais dans la manière dont les enquêteurs analysent les éléments, laissant apparaître la possibilité qu'elle ait été prise dans une situation qui la dépasse, sans pour autant pouvoir encore écarter totalement sa responsabilité. Face à cette évolution, Ophélie elle-même ressent un changement difficile à définir, comme si le regard posé sur elle avait perdu une partie de sa rigidité initiale, laissant place à une forme d'hésitation qui, sans être rassurante, ouvre néanmoins une brèche dans laquelle elle peut entrevoir une lueur d'espoir. Cette sensation reste toutefois fragile, car elle repose sur des éléments encore incomplets, et Ophélie comprend instinctivement que tout peut basculer à nouveau si la vérité ne parvient pas à émerger de manière claire et incontestable. Dans un autre espace du commissariat, Ulysse travaille déjà à intégrer ces nouveaux éléments dans sa stratégie de défense, percevant immédiatement le potentiel que représente l'apparition de Charlie, dont le rôle, encore flou, pourrait constituer un levier décisif pour faire évoluer la situation en faveur d'Ophélie. Cette anticipation s'accompagne néanmoins d'une prudence constante, car Ulysse sait que l'absence de Charlie constitue à la fois une opportunité et un risque, dans la mesure où son témoignage pourrait tout autant éclairer l'affaire que la compliquer davantage. Chris, de son côté, observe cette évolution avec une attention fébrile, ressentant pour la première fois depuis le début de l'affaire une forme d'allègement, même si celui-ci reste encore trop incertain pour être pleinement assumé, comme si l'ombre des accusations continuait de planer malgré tout. Dans cet équilibre instable, chacun avance avec précaution, conscient que la moindre erreur pourrait compromettre les progrès réalisés, renforçant ainsi l'idée que la suite des événements dépendra largement de la capacité à retrouver Charlie dans les plus brefs délais. Pendant ce temps, dans les rues de Marseille, Charlie poursuit sa fuite, évoluant dans un environnement qui lui devient à la fois familier et hostile, car si elle connaît les lieux, elle sait également que chaque recoin peut se transformer en piège à mesure que la recherche s'intensifie. Son état d'esprit oscille entre lucidité et tension, révélant une conscience aiguë des enjeux, comme si elle portait en elle un secret dont la révélation pourrait bouleverser non seulement l'enquête, mais aussi le destin de plusieurs personnes. Cette dimension renforce l'urgence de la situation, car plus le temps passe, plus le risque que Charlie disparaisse définitivement augmente, rendant la résolution de l'affaire de plus en plus incertaine. Au commissariat, cette perspective commence à s'imposer comme une évidence, poussant Ariane et Idriss à envisager les prochaines étapes avec une intensité accrue, conscient que la traque qui s'engage désormais déterminera l'issue de toute l'enquête. Dans ce contexte, la fatigue accumulée au cours de la journée laisse progressivement place à une forme de concentration tendue, où chaque décision est prise avec une précision calculée, comme si le moindre détail pouvait faire basculer la situation dans un sens ou dans l'autre. Ophélie, toujours isolée, ressent cette tension sans en connaître les contours exacts, mais perçoit que quelque chose est en train de se jouer, comme si l'air lui-même portait les signes d'un changement imminent qu'elle ne peut encore comprendre pleinement. Cette attente devient une épreuve en soi, renforçant l'intensité émotionnelle d'une situation où le temps semble suspendu entre deux réalités possibles, celle d'une condamnation irréversible et celle d'une vérité capable de la libérer. Dans le même temps, au Mistral, l'agitation retombe peu à peu, laissant place à une atmosphère plus calme, presque introspective, comme si les événements récents avaient laissé une trace invisible dans l'esprit des habitants, même sans qu'ils en saisissent pleinement la portée. Ce contraste entre la légèreté apparente du quartier et la gravité de l'enquête souligne une réalité essentielle. Derrière chaque moment de convivialité se cachent des histoires plus sombres, des tensions qui continuent d'exister en parallèle, prêtes à ressurgir à tout instant. À mesure que la nuit avance, une certitude s'impose peu à peu. L'affaire ne fait que commencer à révéler sa véritable nature, et les événements à venir risquent de dépasser largement ce qui a été observé jusqu'à présent. Car si l'identité de Charlie constitue une avancée majeure, elle ouvre également la porte à de nouvelles questions, à de nouveaux enjeux, dont les conséquences pourraient se révéler bien plus profondes que prévu. Dans ce climat d'incertitude, chacun se prépare,
consciemment ou non, à affronter ce qui vient, sans savoir jusqu'où cette affaire les mènera ni quel lien elle révélera entre des vies qui semblaient jusque-là séparées. Et tandis que Marseille s'endort sous une apparente tranquillité, l'enquête, elle, continue de progresser dans l'ombre, portée par une vérité encore incomplète, mais désormais impossible à ignorer.